Hagerty et le magazine V8 Passion sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Allô tout le monde, bienvenue à Passion Auto Rétro. C'est du Parc des Chutes Montmorency qu'on vous présente cette semaine un porte-étendard français, une Citroën 2 chevaux 79. Et je vous la fais découvrir avec M. Breton. Citroën est racheté par Michelin en 1937 et décide de créer une voiture pour les gens à faible revenu et par le fait même d'accroître la vente de pneus. La TPV, toute petite voiture, doit pouvoir asseoir 4 passagers et transporter 50 kg de bagages. Mécaniquement, la voiture sera une 2CV pour chevaux fiscaux. Cette appellation fait référence à la cylindrée du moteur pour l'immatriculation. Un cheval fiscal représente 200 cc. La voiture sera une traction accouplée à une transmission manuelle à 3 vitesses, une suspension permettant de traverser un champ labouré ne consommant que 3 litres au 100 km et pouvant rouler à 60 km/h. Aucun luxe esthétique ou performance ne sont présents comme l'indique le slogan « 4 roues sous un parapluie ». Monsieur Breton, vous êtes propriétaire d'une voiture qu'on ne voit pas au Québec ni au Canada. Vous êtes propriétaire d'une Citroën 2 chevaux, une voiture super populaire en Europe. C'est une voiture mythique de la France. Oui. Vous avez trouvé ça où? Ici, au Québec, en Amérique? C'est un peu par hasard, c'est un monsieur de Sherbrooke qui vendait la voiture donc, sur un site de petites annonces. Et donc, j'ai été en allant le chercher à Sherbrooke, j'ai vu la voiture qui me plaisait beaucoup. Le monsieur l'a acheté il y a 3 ans avant ça, donc il a acheté un monsieur des États-Unis, qui lui l'a gardé à peu près 9 ans et il a refait tout au complet, tout ce qui était mécanique. Il a acheté donc ça de France. Et elle était dans un état différent de ce que vous voyez aujourd'hui, comme on dit. Oui, j'imagine. Exactement. L'idée d'exporter ici en Amérique, il n'y avait pas de concessionnaire qui vendait la 2 chevaux en Amérique. Il y avait des vendeurs de Citroën dans les années peut-être début 70, mais de chevaux, non. Il n'y en avait pas, non. Ils vendaient surtout la DS, qui était une voiture haut de gamme à l'époque. Exactement, haut de gamme, oui. Puis, Lorsque vous avez trouvé la voiture ici au Québec, oui. Vous regardez la voiture, elle est dans un état différent de celui-là, mais est-ce que vous voyez un défi de fou pour la restaurer ou vous dites, OK, j'en veux une, je la jette, puis après ça, je vivrai avec? Bien, à la base, c'est ça. J'en veux une de mon vivant parce que c'est une voiture qui ne se fabrique plus et en même temps, c'est des souvenirs de jeunesse beaucoup pour moi. C'est un peu aussi l'emblème de la technologie française d'après-guerre surtout et d'avant-guerre pour la conception des prototypes. Et donc, je me dis, apporte peu la somme, j'en veux une parce que c'est là qu'il faut. Je ne peux pas attendre. Le cœur était là. Donc, peu importe l'état de la voiture, vous vouliez une 2 chevaux. Exact, oui. Vous la voyez, il y a quelques réparations à faire dessus. Oui, exact. Qu'est-ce que vous faites sur le moment? Vous signez un contrat? Vous la faites l'envoyer sur un transporteur pour l'acheminer? Qu'est-ce que vous faites? J'ai demandé à un camarade de travail de venir avec moi, avec son pick-up. Puis donc, on a loué là-bas une flotte et puis on l'a amené à Québec sur une flotte jusqu'à chez nous, quoi. Là, vous la rentrez chez vous. Oui. Là, j'imagine que là, vous rêvez à l'intérieur de la voiture. Oui, exactement. Et là, l'imagination part. Puis là, c'est quoi vous voulez faire dessus? Qu'est-ce que vous voulez restaurer? Qu'est-ce qui vous allume au niveau de la voiture pour la faire progresser à ce moment-là? Bien, à la base, déjà, de rouler avec, déjà. Donc, on va passer au BVA. Pour la mettre un peu dans les normes. Ils sont exigeants. Et ça m'a permis en même temps de voir que la voiture était en condition. Il y avait quelques petites bricoles à faire, mais là, ça n'a pas été trop long à le faire. C'est mon mécanicien René Breton, qui aura 90 ans en janvier, qui a fait les petites réparations mécaniques pour la mettre en norme. On appelle ça avoir des connaissances, rendu à 90 ans, effectivement. Exactement. Puis donc, après, j'ai roulé. Puis après, plus tard, 2 ans après, là, j'ai refait la peinture. Là, pendant un hiver, elle était à la peinture, quoi. Donc, vous n'avez profité 2 ans. Oui. Un petit retrait, refaire la peinture. Mécaniquement, elle était correcte. Puis, à partir de là, vous avez rêvé, vous avez roulé.
Exactement, puis partager ce plaisir-là avec d'autres personnes aussi, parce que quand tu circules sur la route, tu ne passes pas inaperçu. Puis, Non, pas avec une voiture comme ça. Faire une petite sortie de 15 minutes, des fois ça va durer 45 minutes. J'imagine que vous avez des pouces un peu partout. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis on se promène sur l'autoroute, pas dangereux, mais les mondes ralentissent beaucoup pour prendre des photos de la voiture. On se promène dans le Vieux-Québec, il y a beaucoup de personnes qui nous prennent en photo. J'imagine que dans le Vieux-Québec, ça doit être très populaire. Puis je leur fais même, des fois quand je suis à l'arrêt, rentrer dans la voiture, allez, installez-vous, parce que je me dis, quand tu as un véhicule comme ça, il faut aussi partager un petit peu. Il ne faut pas seulement le garder pour toi, tu peux le partager parce que tout le monde n'aura pas ce privilège-là d'avoir un véhicule comme ça, considérant qu'aujourd'hui, on n'en fabrique plus. Quelle belle philosophie. C'est parce que c'est une question de moyens, puis aussi parce que l'espace de rangement, chez nous, elle a son garage privé à la maison, elle ne sort pas quand il pleut. Pour la conserver encore belle Exactement. longtemps. C'est du patrimoine mécanique. C'est ça, exactement. Et c'est le passage des connaissances aux plus jeunes aussi en même temps. Exactement, oui. Puis, je prends le temps d'expliquer aux personnes un petit peu tous les petits détails techniques et des prouesses de technologie que Citroën a mis dans ces véhicules-là aussi. Parce qu'il y en a quand même beaucoup de prouesses. Oui, exactement. Ça paraît pas comme ça, mais il y en a beaucoup pour l'époque, oui. On va voir ça dans notre prochain segment. Excellent, oui. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, on va parler d'un véhicule, oui, qui a un lien avec Expo 67, mais un véhicule qu'on pourrait dire qui a un design en avance sur son temps, peut-être trop. On dirait que ce véhicule-là sort carrément d'une bande dessinée du Flash Gordon ou quelque chose du genre. Oui. C'est vraiment là... écoute, on est dans les années 30. J'imagine les gens qui ont vu ce véhicule-là, ça devait être quelque chose d'assez exceptionnel à voir. Mais moi, il m'a fait penser un peu au design d'un chasseur. Mais les chasseurs, à cette époque-là, n'existaient pas. Même pas. On n'est même pas là encore. Mais non. Écoute, le créateur, c'est Richard Buckminster Fuller. C'est lui qui a créé à Expo 67 la boule géodésique. Là. Celle qui a pris en feu. Exactement. Oui. Donc, on parle du même concepteur. Mais avant qu'il ait conçu ça, il avait créé ce type de véhicule-là. Il en a fait trois prototypes qui ont été créés. Le premier prototype, lui, a été achevé en 1933, a été vendu à la compagnie Gulf, Company de l'essence. C'est le pétrolier. Le pétrolier, c'est ça. Et le 27 octobre, pas longtemps après l'avoir livré, il a été impliqué dans un accident qui a tué 2 des 3 occupants parce qu'il s'est renversé tout simplement. Et plus tard, quand on l'a réparé, il a pris en feu lors d'un ravitaillement. Donc, ça a commencé par bien. Mais on a quand même continué, on ne s'est pas arrêté avec ça, parce que le prototype numéro 2, lui, était déjà en train de se construire. OK. Il a été livré lui-même 1 mois avant l'accident final du premier prototype, le 25 septembre 1933, vendu à Fred Taylor, un homme d'affaires londonien. Cette copie aurait coûté 7 700 $ à l'époque à construire, environ 130 000 $ de nos jours. À dollars d'époque, c'est cher. Le prototype numéro 2, retenez ça, je le mets de côté. On s'en va au prototype numéro 3, qui, lui, a été achevé en 1934, en octobre, et immédiatement exposé à l'exposition universelle dans cette année-là. Ce prototype a été vendu en 1934 à la famille Stoicoica, excusez-moi l'expression, et eux vont le revendre en 1935. La voiture numéro 1, elle, je vous avais dit qu'elle avait été détruite par un incendie. Oui, au départ. La voiture numéro 2 est la seule survivante qu'on croyait qui avait été perdue. Mais elle a été retrouvée en 1968, plusieurs années plus tard. Là. Ouais. Elle a été retrouvée sur une ferme en Arizona. Par hasard. L'agriculteur qui l'avait achetée, lui, au coût de 3 000 $ à l'époque, s'en servait comme poulailler. T'es pas sérieux. Oui, comme poulailler. Il n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'il y avait entre les mains. Lui, il avait un habitacle pour mettre du stock dedans. Donc, on l'a, immédiatement, quand ça s'est découvert, on lui a offert le double du prix qu'il avait payé. On a racheté le prototype. On l'a rénové, restauré au complet. Et maintenant, il est exposé au musée au Nevada. On peut le voir. Donc, il existe encore.
Par contre, il y a plusieurs répliques qui ont été construites depuis le temps. Des imitations, dans le Des fond. clones, appelons ça Ouais, comme ça. Il y en a en état de marche aujourd'hui. Vous pouvez en voir sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, naturellement. Donc, pour les amateurs un peu de statistiques, il y avait un moteur V8 flathead de 85 HP. On avait une transmission 3 vitesses manuelle. On pouvait atteindre 120 000 à l'heure. C'est quand même très rapide. 200 quelques kilomètres/heure. C'était un 12 passagers. Et le coût d'origine, à l'époque, 7 700 donc à 130 000 en coût d'aujourd'hui. On en a produit 3 total, mais il en reste seulement qu'un sur le marché. En tout cas, on peut donner les qualificatifs à celui qui a construit le design. Une vision vraiment en avant de son temps. On a l'impression vraiment d'avoir un chasseur Exact. de l'armée par son design, alors que ça n'existait pas encore. Exact. La semaine prochaine, s'il y a des gens amateurs de golf, vous allez dire qu'est-ce que le golf vient faire dans la Passion Auto Rétro. Ouais. Vous allez comprendre la semaine prochaine. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le restaurant Parmesan et les Belles Autos d'hier. En 1979, les Québécois Chris Heney et Scott Abbott inventent le populaire jeu Trivial Pursuit, connu en français sous le nom de Quelques arpents de piège. Il sera commercialisé en 1981 au Québec, puis en France sous le nom de Remue-Ménage. Le 14 avril, la mascotte Youpi fait son entrée avec les Expos de Montréal. La figure orange devient rapidement populaire auprès des enfants au Stade olympique et dans les ailes de pédiatrie dans les hôpitaux de la région. Youpi représente les Expos jusqu'en 2004 et, étant le symbole du sport montréalais, il devient la mascotte des Canadiens de Montréal l'année suivante. Le 4 novembre, la tension est à son comble entre les États-Unis et l'Iran. Pendant plus d'1 an, 52 diplomates et civils américains sont retenus en otage par des étudiants iraniens dans l'ambassade des États-Unis de Téhéran. Leur but est de protester contre l'espionnage des Américains. La crise des otages prend fin le 20 janvier 1981, suite à l'investiture du président Ronald Reagan et à sa promesse de non-ingérence dans la politique intérieure de l'Iran. Monsieur Breton, on a vu dans le segment précédent un peu l'origine, de quelle façon vous avez trouvé votre voiture. Et maintenant, on va parler de cette voiture-là. OK? Elle portait un drôle de nom, 3 lettres. Oui, la TPV. TPV. La TPV. Pour toute petite voiture. Exact, oui. Oui. L'histoire commence en 1937. À peu près, oui. À peu près, oui. Pourquoi créer une voiture comme ça? Bien, déjà, à la base, c'était M. Michelin qui était donc le propriétaire de Citroën, considérant que M. André Citroën avait fait une faillite. Ils ont racheté donc Citroën. Les actifs. Et là, après, il y avait son président directeur général, il s'appelait M. Boulanger. Et lui, il se promenait dans un petit village avec ses ingénieurs. Ouais. Il voyait beaucoup de madames avec des carrioles à cheval en train au marché, mais très peu de traction avant. À l'époque, la traction avant venait de sortir, justement. Alors, il s'est dit, comment ça se fait? Moi, je veux vendre des véhicules. Donc, ils se sont dit, moi, je veux créer un véhicule que les femmes puissent conduire aussi pour le marché. Dans le fond, il y a vu un potentiel de vente supplémentaire. Exactement, parce que la traction ne vendait pas comme il fallait, parce que c'était trop difficile à la conduire. OK. C'est le pourquoi, donc, ils ont... À ce moment-là, ça devait être difficile sur la direction. Exact, j'imagine. voilà, Oui. exactement. La direction était assistée et non assistée comme aujourd'hui. OK. Donc, c'est surtout ça, un petit peu. Donc, ce qui pousse à créer le modèle, c'est un marché qui n'a pas été exploité. Exact. Et là, on va créer une voiture exactement pour eux. Pas cher surtout et facile à réparer. Qui ne roule pas trop vite, qui ne consomme pas d'essence aussi. Donc, accessible à toutes les bourses aussi pour, comme vous le dites, en vendre. Surtout ça. Les caractéristiques de la voiture, OK? On voulait une voiture qui logeait bien. On va parler du logement à l'intérieur. Ça a l'air tout petit comme voiture. Oui, exact. Mais on peut rentrer des gens de grande taille dans cette voiture. Exact. Bon, à la base, quand ils ont conçu le toit arrondi comme ça, c'est surtout pour une personne rentre dans la voiture qu'un chapeau de forme. OK. Mais mon beau-fils, qui mesure 6 pieds 7, il rentre facilement dans la voiture. Il n'est pas inconfortable du tout, du tout. Et c'est parce que c'est conçu justement pour ça. Et en même temps aussi, c'est à l'arrière, par exemple, le siège arrière s'enlève facilement. Le pourquoi? Parce qu'un agriculteur, par exemple,
S'il a besoin pour un travail agricole, comme une vache qui vient de véler dans un champ, il enlève la banquette arrière, il met de la paille, il va chercher le petit veau au champ, il revient à la maison, il enlève la paille, il remet la banquette et le dimanche, on va à la messe. Et voilà, tout le monde est content. C'est une voiture qui est pratique. On va pique-niquer le dimanche avec madame. On n'a pas de siège pour déjeuner, pour pique-niquer. Eh bien, on enlève la banquette arrière et voilà, on est à l'aise pour pique-niquer. C'est le premier véhicule utilitaire. Entre guillemets, oui. Oui, il permettait d'aller partout. Oui. La traction l'aidait à prendre des chemins où la propulsion fonctionnait moins. Exactement. Donc, c'était une voiture multidisciplinaire pour une personne qui restait en campagne. Oui. On pouvait faire tout avec la voiture. Tout au complet, autant le curé en mauvaise température pour aller voir ses fidèles, que le médecin, que l'agriculteur pour avoir un outil de travail, pour aller dans les champs, pour pouvoir soit mettre le fil aux vaches, parce que là, il mettait tout son matériel, et le dimanche, il sortait avec la famille. C'était vraiment fait pour un usage, on va dire, populaire, accessible en plus à toutes les bourses, et facile à réparer. Facile d'entretien aussi. Oui. On va parler un peu des caractéristiques de la voiture, OK? On sort de l'ordinaire. Si on recule au début de la production, Oui. ça prenait 3-5 ans pour en avoir une. Oui, quand... C'était demandé énormément. Pourquoi la capacité de production ne réussissait pas à rejoindre la demande? Parce qu'elle était trop populaire, parce qu'en suite au salon de 48, donc ils ont commercialisé la 2 chevaux en 1949, il y avait tellement une forte demande qu'ils ont priorisé avant tout les médecins et les agriculteurs. Donc, eux avaient une priorité. Oui. Les autres étaient sur une liste d'attente de 3 à 5 ans. Exactement. Et il n'y avait qu'une couleur en plus. En plus. En choix de couleur, il n'y avait qu'une couleur. Et il n'était pas aussi puissante que cette voiture-là, donc comme on disait tout à l'heure. Les choix de couleurs sont arrivés par la suite. Par la suite, tranquillement, oui. On va retourner à l'habitacle, OK? Oui. Là, à l'intérieur, on est complètement dépaysé. Les fenêtres n'ouvrent pas de manière régulière. Non. C'est une peinture. C'est ça exactement. Le pourquoi? Parce que ça coûte pas cher à installer OK. et ça se répare. C'est ça la simple C'est ça. raison. Oui, puis le clipage qui est ici a été posé plus tard. OK. Oui, c'est plus tard. Par la ça. suite. Oui, par la suite. Le ouais. toit aussi nous donne la Le flexibilité. toit, pas seulement que ça, pour le poids. Le fait qu'ils aient un toit ouvrant en plastique. Moi, j'ai jamais vu une de ma tantes avec la 2 chevaux, les toits ouvrants, parce qu'à leur âge, faire ça fait un petit peu débrailler. Donc, c'est plus les jeunes, plus un love de l'époque. Par contre, ça enlève du poids à la voiture. Et ça permettait d'avoir du plaisir sur la route. Il devait y avoir des gens qui étaient debout qui roulaient, là. Oui, mais ça, c'était plus les jeunes, ça. Ouais. Les jeunes, les périodes yéyé. Les années 60. Brigitte Bardot, puis compagnie, quoi. Donc, Etc. Saint-Tropez, puis tout ce qui s'ensuit, ouais. C'était une période assez énergique, on va dire. Ben, ils sortaient de la guerre, il ne faut pas oublier. Puis Ouais. ces jeunes-là qui allaient avoir la vingtaine, qui préparaient mai 68 plus tard, bon, ils voulaient vivre aussi, puis ils ne voulaient pas vivre comme leurs parents, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas ressembler à leurs parents. C'est un peu la Effectivement, même chose. les autres voulaient vraiment sortir du lot puis prouver leur originalité à eux. Comme si vous voyez, regardez sur la tôle comme elle est pliée. Oui. Parce que la tôle est tellement fine que pour avoir une meilleure résistivité, ils ont fait des plis. OK. Sinon, le capot ferait des. C'est comme une tôle de vagues. Pepsi-Cola, quoi. OK. C'est ça exactement. Donc, là, c'est 5 plis, mais dans les premiers modèles, il y avait beaucoup plus de plis. Donc, Parce que le matériel était plus mince? c'est une bonne question. Je vous dirais que oui, ou alors parce que ça peut-être, ça lookait plus aussi, peut-être aussi. OK. C'est surtout Effectivement, ça lui donne du style. ça. Oui. Ce qui est exceptionnel aussi, les portes peuvent s'enlever. Complètement, oui, le porte-arrière, tout s'enlève là-dessus. Tout s'enlève. À nous deux, là, en 1h30, là, on l'a 2 chevaux. On l'a déshabillé. Complètement, démonté même. Ah, même démonté. Démonté, oui, c'est très, très C'est un facile. peu comme un Ford T pouvait se monter facilement. Exactement. C'est un peu oui, le même principe. Exactement. Tout se démonte. Autant, regardez bien à côté de vous. Ici, vous avez l'aile de la voiture. Et puis ici, Ouais. vous avez un petit triangle. Oui, je le vois. Il faut le faire la mécanique. Bon, on peut l'enlever pour faire la petite mécanique. Si on veut faire une grosse mécanique, toute l'aile se dévisse. C'est 2 gros boulons ici en bas. Mon Dieu, que les Et mécaniciens puis- doivent être heureux. On sort de là, puis on peut travailler sur le moteur qui est très, très accessible. Et donc... Autant qu'un BMW d'aujourd'hui. Pareil, exactement. Donc, et il y a une autre chose aussi, ça c'est une voiture, on peut le démarrer à la manivelle, même aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui. Oui, on peut le Puis, démarrer à la J'aimerais ça manivelle. revenir au prototype. Et J'ai Oui. lu que le prototype se partait comme une tondeuse. À la base, oui. Oui, et ça c'était les premiers modèles, oui, exactement. Et aussi, les premiers modèles, à l'arrière, la toile se dépliait jusqu'au fond, quoi. Oui. C'est vraiment intéressant. On va poursuivre dans le prochain segment. Excellent. C'est au bon. Oui.
Monsieur Breton, on a vu dans le segment précédent toute l'histoire riche de la 2CV. Maintenant, c'est une voiture aussi, entre la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a comme caché tout le prototype aux Allemands à ce moment-là. Exact, parce que les Allemands, eux, déjà, ils étaient en train de travailler sur la conception de la coccinelle. Et donc, eux, Citroën ont caché donc, les TPV de l'époque, les prototypes. Puis il y en avait 3 qui étaient cachés dans un grenier, qui ont été découverts dans les années 90 et qui sont au salon Citroën actuellement, donc dans leur jus carrément. Donc, dans plusieurs années, oui. On ne savait pas que ça existait, puis on l'a trouvé. Comment ça s'est passé? C'est qu'il y avait un monsieur qui cherchait des pièces de Citroën et il y a le gardien qui leur a dit en haut, j'ai encore des pièces. Là, le monsieur, il enlève la toile, mais il dit c'est 3 modèles en parfaite condition, si on veut. Une surprise, donc, avec la poussière. Et puis, et ils avaient un des modèles qui servait pour faire... Parce que c'était dans l'usine de Citroën qui servait pour faire la livraison de pièces. Il faisait de l'armement, hein, je crois. Ah, mais ça, c'est Monsieur Citroën... C'est la première guerre, je crois. Ça, c'était l'engrenage. L'engrenage, c'est parce que le pourquoi, il y a les chevrons ici, oui, Citroën. c'est le logo, c'est important de le dire. C'est les chevrons de Citroën, ce sont vraiment parce que c'est des engrenages à l'époque. C'était vraiment l'idée en arrière du logo. Exactement. Puis M. Citroën a été aux États-Unis, voir M. Ford aussi. Donc, oui, j'ai vu une photo de ça avec Henry Ford et M. Citroën, justement. M. Ford était allé en Europe faire une visite, je crois. Il y a ça aussi, oui, je pense aussi. Voilà, oui. J'ai cru voir une photo là-dessus. Et après, M. Citroën a fait aussi, c'est un aventurier, la croiseur jaune, la croisière noire, et puis... Il a fait beaucoup pour Citroën, il éclairait la Tour Eiffel, donc comme publicité aussi Citroën pendant des années. C'était impressionnant, ça, comme publicité, c'était original, tout monté, les petites lumières une à une. Exactement. Sur la Tour Eiffel, c'était brillant comme marketing. C'était quelqu'un qui était avant-gardiste au niveau de publicité aussi. Ils étaient très forts en marketing aussi, hein, Citroën, très, très fort. C'est peut-être ça qui lui a coûté un petit peu d'être en faillite et que M. Michelin, après, a racheté l'entreprise. Par la suite. Oui. Dans la vie de tous les jours, en terminant, oui. C'est une voiture que vous roulez. On s'entend, quand il pleut, on ne roule pas. Exactement. Mais c'est normal. On en a pour des jours à nettoyer. Mais lorsqu'il fait beau, est-ce que vous allez travailler avec la voiture? Est-ce que vous sortez un peu? Je vais surtout me promener, par exemple, le dimanche ou le samedi, quand je ne travaille pas, me promener dans le Vieux-Québec ou aux alentours de chez nous, faire des commissions avec. Le problème, quand je pars pour 15 minutes, égale 45 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui est différent des autres. Oui. Donc, tu es attractif. Moi, je montre le moteur aux hommes et aux madames, je veux le montrer un peu plus de l'intérieur ou prendre des photos. Puis donc, je leur dis même, montez, rentrez dans la voiture, regardez un peu ce que c'est, parce que c'est un véhicule que personne peut-être n'aura lieu de voir. Qui sort de l'ordinaire. Moteur Boxster refroidi à air, traction avant, conception simple. Une des premières 4 vitesses. En plus, avec la surmultipliée? Oui, exact, en plus. Et puis ces phares-là se règlent aussi en hauteur s'il y a du poids pour pouvoir justement éviter d'éblouir les autres personnes. La simplicité et l'efficacité, dans le fond, on peut résumer la 2 chevaux. Oui, exactement, oui. Monsieur Breton, je vous remercie infiniment pour la belle entrevue. Écoutez, c'est des voitures que je connaissais peu et j'ai appris énormément. Merci. C'est moi qui vous remercie. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. Cette semaine, on parle de lubrifiant avec Hypertech. Bonjour Marc. Hey, salut Eric, comment ça va? Ça va bien. Super. On va parler d'un lubrifiant que Hypertech fabrique, un lubrifiant SLP, qui est un lubrifiant de haut de gamme, on pourrait dire. Exactement. Alors, le SLP, super lubrifiant pénétrant. Ça lubrifie, ça protège contre, évidemment, la rouille, la corrosion, ça pénètre, ça dégage l'humidité. Ça a des propriétés, ça a une force diélectrique de 12 000 volts, si je ne m'abuse. Et donc, c'est un produit qui est vraiment efficace et qui peut être employé à toutes sortes. Ça s'applique à tout. C'est vraiment. Et rapidement, par rapport à la concurrence, c'est un produit d'un niveau supérieur. Voilà. Parfait. On va donner des exemples. Ici, avec la voiture, le genre d'exemple où on peut appliquer le produit. Alors, on met ça, évidemment, sur les pentures.
Ça peut être utilisé sur les fils électriques. Les fils électriques, connecteurs électriques. Sur le loquet. Le loquet ici. Cap distributeur aussi. Il y a les fils, Ça tout pourrait ça. servir lorsqu'on a un problème d'humidité, là, que ça ne part pas le matin, n'importe quoi. Ça peut être ça peut corriger un bobo temporairement, disons. C'est ça, en attendant de faire la réparation. Exactement. Fait que tout ce qui est électrique, encore une fois, pour enlever l'humidité, ça sert ici dans le capot moteur ainsi que les articulations. Ouais. On va se diriger vers la porte qui va nous donner d'autres exemples. C'est la porte aussi au niveau des pentures, au niveau des loquets. Évidemment, les pentures de porte. Alors, ça craque souvent, puis on est obligé d'en remettre. C'est un produit qu'on va en mettre peu, puis on va avoir une action prolongée. Prolongé. Il y a aussi le loquet aussi qui peut aussi en avoir. Exactement, pour que ça soit, le bon vieux loquet. C'est toutes des choses là, qu'on peut protéger. Là, ici, on a un cabriolet. Oui. Alors, le mécanisme, là, c'est un exemple parfait. Il y a beaucoup d'articulation, de loquets. Ici, quand on referme le toit, tu as des petits ball bearings qui sont là. On en a C'est un bon de petit les peu lubrifier là. aussi pour justement éviter On l'usure. ferme ça. Ici, à l'arrière, il y a tous les mécanismes d'ouverture Tout du ce toit. qui est loquet, les mécanismes, etc., pour ne pas rester pris avec le toit, pas capable de l'ouvrir ou pas capable de le fermer. Ça va bien, surtout quand il pleut, fait qu'il faut que ça ouvre. Exactement. Effectivement. Mécanique simple, mais il faut que ça soit lubrifié également. C'est ça. Fait que c'est un produit, dans le fond, Marc, qui sert à plusieurs utilisations. On peut même aller aussi lubrifier les pôles de batterie, les articulations du coffre arrière. Ça va protéger contre le verre de gris dans tout ce qui est électrique. Donc, pôle de batterie, les connexions, alors les globes. Si vous avez une remorque, exemple, puis une remorque de bateau qui va dans l'eau souvent, on met ça là, ça protège, fini les verres de gris. Ça évite d'avoir un clignotant qui ne fonctionne pas. Exactement. Merci, Marc. Merci beaucoup. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion et les belles autos d'hier.